Bonsoir auditeurs, téléspectateurs de la RTVO, Radio-Télévision La Voix de l'Ouest. Votre animatrice Rita Marianne reçoit dans le cadre de l'émission Entretien avec Dr Fouo Adama, naturothérapeute. Nous espérons que vous resterez avec nous pendant les 26 minutes que nous allons passer ensemble. Bonsoir Dr Fouo Adama. Bonsoir madame. Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre de vos activités en tant que naturothérapeute. Donc, qu'est-ce qu'un naturothérapeute? La naturothérapie, c'est la science, sinon c'est la médecine qui, pour soigner des maladies, utilise des méthodes ou techniques naturelles. Un naturothérapeute, c'est celui-là même qui utilise les méthodes naturel pour soigner, n'est-ce pas? Oui. Mais depuis quand vous exercez ce métier? Il faut le dire que de façon officielle, je le fais depuis 2001. Depuis 2001. Sinon, la naturothérapie, comme la médecine traditionnelle, généralement sont des médecines qu'on a dans la famille. Donc, moi, je suis issu d'une famille où nous pratiquons la médecine traditionnelle. Donc, la naturothérapie est venue pour compléter cette médecine traditionnelle-là que nous connaissons déjà. Alors, docteur, j'ai envie de répondre sur votre réponse. Vous avez dit tout à l'heure que les naturothérapeutes sont généralement dans nos familles. Alors, nous voudrons savoir si c'est par appel ou vous avez déjà cela dans le sang. Ce que je dis que la médecine traditionnelle est une médecine culturelle. Donc, généralement, dans nos villages, il y a des familles qui sont dédiées à cela. À cela, ok. Donc là, c'est de façon, ça peut être un legs, ça peut être un don, ça peut être un héritage. Mais ça, c'est la médecine traditionnelle. Et sa méthode de thérapie diffère des autres médecines. Parce que pour pouvoir diagnostiquer un mal dans la médecine traditionnelle, généralement, chez nous, les malinqués, soit on va demander le nom de la maman, ou on va demander quand est-ce que l'individu est né, ou alors on va faire de la géomancie, ou bien on va jeter des courriers. Donc c'est à l'issue de cela qu'effectivement on va déterminer le mal dont souffre la personne et on lui prodigue les soins appropriés. Exactement. Voilà que la naturothérapie, c'est une science à mi-distance entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. La médecine traditionnelle est incluse dans la naturothérapie. Donc la naturothérapie est une science où effectivement nous étudions la pathologie, nous étudions l'anatomie, donc la structure de l'individu, le corps, et la physiopathologie. Et puis le fonctionnement de cette anatomie-là. Ok. Donc après tout ce que vous avez donné comme réponse, quelles sont les techniques que vous utilisez pour produire les médicaments que vous proposez aux malades, aux éventuels malades? Oui, il faut expliquer. Au niveau de la naturothérapie, la naturothérapie, contrairement à la médecine conventionnelle, si nous prenons la médecine conventionnelle, nous allons voir qu'il y a le médecin généraliste. C'est ça. Le médecin généraliste, c'est lui qui reçoit tous les malades. Exactement. Et par exemple, lorsque quelqu'un souffre de diabète ou quelqu'un souffre d'hypertension, on va référer la personne à un spécialiste. À un spécialiste, c'est ça. Alors que dans la naturothérapie, c'est le référent même qui est le naturothérapeute. Exactement. Donc c'est lui qui, à travers le diagnostic qu'il aura posé, qui va dire ici, c'est la kinésithérapie qui va régler votre cas, ou bien c'est la phytothérapie, ou bien c'est la massothérapie, ou bien c'est la bromatothérapie. Donc lui, il peut faire, mais il va déléguer ses pouvoirs à ceux qu'on appelle les professeurs de santé.
Donc les phytothérapeutes, celui qui prépare, qui va préparer des médicaments, voilà, à base de plantes. Il y a d'autres qui peuvent faire à base de minéraux. Il y a d'autres qui peuvent faire à base d'autres choses, tout ce qui est naturel. Mais ici, ce dont vous parlez ici, vous parlez de la phytothérapie. Donc vous parlez des plantes médicinales. Donc pour les plantes médicinales, les modes de préparation sont multiples. Hein. Il y a la potion, il y a l'infusion, oui. Il y a la décoction, il y a la macération, il y a la pulvérisation, il y a le bouillon, il y a les mixtures, il y a également, on peut faire des crèmes, on peut faire de la pommade. Selon la pathologie dont on a que la personne présente. D'accord. Alors, docteur, vous avez parlé des différentes techniques de préparation. L'infusion et la décoction, c'est ce que nous avons couramment. C'est ce que tout le monde, le citoyen lambda même peut faire. Alors, on peut avoir quand même une certaine différence entre l'infusion et la décoction. Au niveau de l'infusion, il y a deux cas. Ou bien, on va bouillir de l'eau. D'accord. Et on va mettre sur l'extrait à infuser, comme la manière dont on fait le thé, voilà. Ou bien, on peut bouillir même la substance directement dans l'eau, mais ça ne doit pas excéder 5 minutes. Alors que la décoction va au-delà de 5 minutes. Au-delà de 5 minutes. Voilà, c'est la différence. D'accord. Donc la décoction dure plus que l'infusion. Voilà. Donc c'est au niveau du timing qu'il y a différence entre l'infusion et la décoction, c'est ça? Et donc nous étions en train de parler de la différence entre l'infusion et la décoction. Parce que nous, le citoyen lambda, quand nous prenons des feuilles, on chauffe l'eau, on met dessus, pour nous, on a infusé. Donc vraiment, à ce niveau-là, expliquez bien pour que les téléspectateurs, les auditeurs puissent savoir la différence, voilà, des mots. Sinon, la différence entre l'infusion et la décoction se trouve dans le temps de préparation. D'accord. L'infusion dure moins de 5 minutes. Et nous avons deux procédés. Soit on va bouillir de l'eau et on va verser sur la feuille ou bien les fleurs à infuser. Ou alors, on va prendre la feuille ou bien les fleurs à infuser qu'on va bouillir dans de l'eau, mais moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes. Oui. Mais vous pensez qu'en moins de 5 minutes, l'eau peut sortir des fleurs ou des feuilles? Oui, parce que déjà, quand l'eau bout à 100 degrés déjà, l'extraction est à son maximum. Et comme ce sont des feuilles ou des fleurs, lorsque nous allons au-delà de ça, ça va commencer à éclater certaines molécules. Alors que nous voulons préserver ces molécules-là pour que le problème pour lequel nous sollicitons ces feuilles ou bien ces fleurs, voilà, il faut que nous soyons dans les 100% de cette médication que nous voulons donner aux patients. Maintenant, la décoction va au-delà de 5 minutes. Voilà. Et là, généralement, ce sont soit des écorces ou alors ce sont des racines. Maintenant, quand il s'agira des feuilles ou bien des fleurs, c'est que par rapport à ces plantes-là, l'extraction est difficile. Donc, pour cela, on va dépasser les 5 minutes pour pouvoir extraire, puisque ce que nous recherchons, ce sont les principes actifs qui se trouvent dans ces plantes-là. Voilà, c'est ce que nous recherchons. Et quand on a la possibilité de l'avoir en 5 minutes, pourquoi pas? Alors, docteur, on voudrait savoir qu'est-ce que la naturopathie? La naturopathie et la naturothérapie, c'est la même chose. C'est comme dit tailleur ou bien couturier. C'est la même chose. C'est seulement, on va dire que c'est les thèmes qui ont changé. On a dit là-bas naturopathie et ici on a dit naturothérapie. Sinon, pathie là, ça veut dire thérapie. Voilà, ça veut dire thérapie. Donc c'est la même chose. Donc il n'y a pas de différence entre la naturopathie et la naturothérapie. Oui. Seulement c'est un jeu de mots. Voilà, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. C'est comme le couturier et le tailleur, si je m'explique bien. Bon, encore là, qu'il y a des différences un peu avec le tailleur et le couturier, parce que le couturier, peut-être que c'est celui-là qui va définir des modèles, alors que le tailleur, c'est ce qu'on appelle généralement le mécanicien. C'est-à-dire que lui, on lui donne les coups. C'est ça. Voilà, on a tout coupé, et lui, il vient, il coupe. C'est le tailleur. L'autre, c'est celui qui a conçu. Alors qu'en naturothérapie ou naturopathie, c'est le même concepteur.
Et les deux utilisent les mêmes outils. Bon, il n'y a pas deux personnes, c'est la même personne. C'est la même personne. Ok. Donc vous aussi, vous êtes naturothérapeute, vous êtes naturopathe. Bon, en France, on nous appelle des naturopathes. Mais moi, je n'aime pas trop le terme naturopathe parce que ça fait trop galvaudé. D'accord. Voilà, quand on dit naturothérapeute, bon, thérapeute, ça veut dire que c'est lui qui donne des soins. Mais qui donne des soins naturels. On dit naturothérapie, naturothérapeute. Oui. Donc, c'est la médication se trouve dans la nature. Dans la nature. Oui. Voilà, et elle n'est pas oblitérée en quoi que ce soit. D'accord. Donc, à ce stade de notre entretien, peut-on envisager que la naturothérapie remplace la médecine moderne? Non. Déjà, au niveau des soins des pays, c'est la médecine conventionnelle. Donc, on va dire que, on va parler du plateau. Ça peut être la médecine, on va dire l'hygiène publique, comme on dit souvent la santé publique, et puis la santé individuelle. Voilà. Donc, dans tous les systèmes sanitaires de chaque pays, c'est la médecine conventionnelle. Okay. Donc, c'est eux qui sont là. Maintenant, à côté de cette médecine conventionnelle, que ce soit public ou privé, il y a d'autres médecines qui sont là, qui sont à côté. Notamment la médecine traditionnelle, qui est une médecine de fait. C'est une médecine qui était là avant la colonisation, c'est une médecine qui était là pendant la colonisation, c'est une médecine qui est là aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle l'OMS a reconnu que la médecine traditionnelle est la médecine vers laquelle 80% de la population va pour ses soins. Ils ont dit soins de premier contact, mais généralement, ce n'est pas ça. Nous, qu'est-ce qui sommes dans cette médecine traditionnelle-là? C'est quand l'individu est fatigué dans la médecine conventionnelle que la personne se rabat sur la médecine traditionnelle, bon, sans espoir. Généralement, quand c'est des gens qui sont grabataires, on les envoie au village pour ne pas payer le transport. Voilà, tout ça. Voilà. Et puis, par enchantement, ces personnes-là reviennent en ville qui sont guéries. On leur demande, ils ont fait quoi? Ah, c'est mon papa qui est au village qui m'a soigné, c'est mon oncle qui m'a soigné. Donc, les gens ont commencé à regarder vers ce côté. Pour voir qu'effectivement, cette médecine-là, c'est vrai qu'elle est empirique, elle n'est pas scientifique, mais des gens guérissent. À partir du moment où des gens guérissent, donc on sera obligé de l'accepter. Donc les gens acceptent, on va dire qu'on tolère cette médecine-là, mais on ne l'accepte pas, mais on la tolère. Et nous, tant que ce que nous faisons, on ne vient pas nous déranger, ça va. Ça va. Maintenant, cette médecine traditionnelle et puis la médecine conventionnelle, ces deux médecines ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement. Mais par contre, la passerelle qu'on peut faire entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, c'est la naturothérapie. Parce que la naturothérapie est cette médecine qui est à cheval entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la naturothérapie, on apprend l'anatomie. C'est ça. On apprend la physiologie. Donc, on apprend également la pathophysiologie. C'est-à-dire qu'on apprend la maladie qui attaque la structure au niveau de l'anatomie ou bien qui attaque le fonctionnement de cette structure-là. Voilà. Donc, la naturothérapie peut faire la passerelle entre ces deux médecines. Parce qu'elle comprend mieux les deux médecines. Donc, elle peut expliquer. Mais tant que les deux vont rester comme ça, les deux seront une médecine parallèle. Docteur Fouaou, je suis d'accord avec vous, mais il y a quelque chose qui nous intrigue quand même. Parce que ça soit la médecine conventionnelle ou la médecine dite traditionnelle, la base c'est la nature, n'est-ce pas? Parce que les médicaments que nous utilisons pour la médecine traditionnelle sont faits à base de la nature. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre à ce niveau-là pour avoir une même voix? Puisque vous avez les mêmes fondations, les mêmes fondements, vous avez les mêmes outils. En dehors de la fabrication de vos médicaments, vous avez quand même les mêmes éléments de fabrication. Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre?
vous voulez parler des plantes médicinales. Justement. Parce que en naturothérapie comme en médecine traditionnelle, les plantes médicinales ne sont pas tout pour cette médecine-là. Parce que je vous ai dit qu'on peut utiliser des substances naturelles autres que les plantes. Exactement. Ça peut être les minéraux, ça peut être les minéraux, donc ça peut être également les substances à base d'animaux. Par exemple, pour quelqu'un qui a un enfant qui est trop mongol, il est trop fragile, on peut lui laver avec les os de gorille par exemple. Pour qu'il soit... Voilà, pour que les os soient affermis, bouillants et tout ça. Ils soient en bonne santé et puis soient un peu, on va dire, garçon comme on dit. D'accord. Voilà. Donc il y a ces substances-là qui sont là, qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas forcément les plantes médicinales. Les plantes médicinales sont des options. Donc, si on va sur la base que les plantes médicinales est une option, bon, et que la médecine conventionnelle, à travers les sociétés pharmaceutiques qui viennent chercher ces plantes-là pour leurs besoins, pour leur fabrication, tout le monde, excusez-moi, tout le monde peut venir faire son marché. C'est ça. Dans la nature, et personne ne n'oblige, n'empêche quelqu'un à cela. Mais peut-être ce qui change un peu, c'est d'abord la manière de voir la maladie. Parce que généralement dans la médecine traditionnelle, toutes les maladies qui viennent ne sont pas seulement que physiques. Les maladies peuvent être sur le corps éthérique, ou bien ça peut être sur le corps astral, ou bien ça peut être sur le corps subliminal, ou bien ça peut être des maladies mystiques comme on dit. Mais la médecine conventionnelle ne voit que le côté physique. Le côté physique, exactement. Donc lorsque ce côté physique est battu en brèche, hier par exemple, j'ai lu un examen qu'on m'a envoyé de quelqu'un qui présente apparemment des signes de cardiomégalie. C'est-à-dire que le cœur a grossi. Mais lorsque vous regardez les examens, tous les examens sont bons. Mais il a des pieds qui sont enflés. Qui sont enflés. Hein? La SAT est bonne, la LAT est bonne. Au niveau du cholestérol, que ce soit LDH, c'est bon. Que ce soit HDH, c'est bon. Tout est bon. Seulement qu'il a que voilà, il a enflé, et il a apparemment le cœur qui a grossi puisqu'il a des difficultés respiratoires. Bon, maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on est devant une maladie physique ou une maladie mystique? Vous voyez? Donc, là, en naturothérapie, nous faisons tout. Nous faisons tout. Donc, c'est une médecine holistique. Donc, c'est une médecine qui parle de l'âme, c'est une médecine qui parle de l'esprit, c'est une médecine qui parle du corps. Vous voyez? Parce que ici, on ne se spécialise pas outre mesure pour dire que le diabétologue va s'occuper seulement au niveau du diabète, le neurologue, voilà. Il n'y a pas de spécificité. Voilà, il n'y a pas de spécialité. Voilà. Nous, on fait la médecine dans son entièreté et nous avons dit, contrairement à la médecine conventionnelle qui dit que la maladie se trouve dans le microbe. C'est ça. Vous voyez? On dit que tout se trouve dans le microbe. Alors que tout ne se trouve pas dans le microbe, puisque le diabète n'est pas une maladie à microbe. À microbe, oui, exactement. Donc tout se trouve sur le terrain. C'est ce que la naturothérapie dit. Tout se trouve sur le terrain et non dans le microbe. Parce qu'il y a des maladies qui sont là, qui ne sont pas des maladies à microbe. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Donc pour dire quoi? Pour dire que cette médecine-là est là et chacun, dans sa conception, veut la guérison du patient qui vient. Donc si en naturothérapie, on n'a pas pu sauver quelqu'un parce que nous sommes limités, parce que toutes les sciences ont des limites. Il y a des limites, oui. Donc si nous sommes limités, nous référons le malade à la médecine conventionnelle, pourquoi pas? Mais s'il est déjà quitté là-bas? Parce que tout à l'heure, dans vos interventions, vous avez dit que par moment, vous rencontrez des personnes qui sont allées quand même voir la médecine conventionnelle, qui n'ont pas eu gain de cause, qui sont quand même au bord même de la mort, qui viennent vers vous. Donc, ça veut dire que lui n'a pas eu de gain de cause, il vient vers vous. Si vous n'avez pas eu s'il n'a pas eu de gain de cause chez vous, alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Oui, ça m'amène à donner deux exemples. D'accord. Sur toujours les cardiopathies, parce que c'est les maladies qui sont à la mode maintenant, avec depuis le Covid-19. Les gens ont peur de beaucoup de choses
est-ce que je ne vais pas mourir pour laisser mes enfants? Est-ce que je ne vais pas mourir pour laisser ma femme? Est-ce que, bon, chaque fois, par exemple, hier on a parlé de la survenue de la dengue, oui, qui est une maladie exactement. qui est causée par le moustique tigre. Et déjà, il y a des morts. Voilà, on dit il y a des morts. Il y a des morts déjà. Donc, il y a la psychose dans la cité. Donc, ça crée beaucoup de maladies cardiovasculaires. Vous voyez? Et j'ai eu à intervenir sur un monsieur qui présentait ce qu'on appelle les microvoltages périphériques. Ça, c'est une maladie cardiovasculaire. Vous voyez comment c'est compliqué. Microvoltage périphérique. En fait, ça veut dire au niveau des ECG. Quand vous voyez, quand on fait l'ECG, il y a des amplitudes. Oui, oui. Vous allez voir les tracés là. Les tracés. Voilà. Donc, pour lui, ça ne correspond à rien du tout, puisque tout est haut. Il n'y a pas de dérivation. C'est possible, ça? Oui, mais il présentait ces pathologies-là. Donc, ce monsieur, il avait des pieds qui étaient enflés, il avait des œdèmes. D'accord. Il avait une hypertrophie du ventricule, il avait des essoufflements et il commençait même à perdre conscience. Et il a fait la médecine conventionnelle publique, la médecine conventionnelle privée, et bon, après on allait le mettre à la maison. Donc on attendait peut-être le jour de sa mort. Lui-même, il a commencé à faire son testament. Et quand on m'a envoyé son examen, j'ai regardé et j'ai vu que, en fait, il avait un problème au niveau du rythme. Le rythme, donc ça veut dire qu'il fallait qu'il soignait et nettoyait ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins qui sont obstrués soit par les hémogliases. Oui. L'hémogliase, c'est la combustion de l'oxygène et du sucre. Donc, quand vous mettez de l'essence dans une voiture, l'échappement, il y a la fumée qui sort. Oui, oui. Donc, la fumée qui va sortir pour ça, là, c'est ce qu'on appelle les hémogliases. Donc, eux, ils vont aller qu'on appelle les radicaux libres. C'est ça. Donc, il y a ça. Il y a les cristaux de calcium. Il y a les cristaux de sel qui vont se déposer dans le sang, qui sont dus à beaucoup de choses. Oui, oui. Il y a également, la tension artérielle qui va augmenter parce que cette tension artérielle a des difficultés pour passer. Donc ça va faire que ça va augmenter. Donc voici ce monsieur, quand je lui ai donné un médicament, on a fait 20 jours de traitement. Et le monsieur, il se porte très bien. Mais voici une dame qui, elle, quand elle a fait ses examens, on a parlé de anomalie sinusale de repolarisation à l'inférieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, la manière dont l'électricité est conduite, là, on dit que l'électron là va boucher le proton. Ça veut dire qu'il y a un trou qui est là. Donc quand il va, au fur et à mesure qu'il va, il y a une conduction d'électricité. C'est ça. C'est la même chose au niveau du cœur. Ça, c'est au niveau sinusal. C'est-à-dire qu'il y a le cœur à 4 points. C'est ça qui fait le cœur autonome. Ici, à ce niveau-là, on appelle le nœud de quête et de flaque. C'est là-bas qu'il y a le problème. Donc, ça fait qu'il n'y a pas une repolarisation qui se fait systématiquement. Donc, ça se fait à l'inférieur. Donc, ça fait que cette dame-là aura des difficultés pour respirer. Même pour monter l'étage, là, elle aura des difficultés. Et ici, on a parlé d'hérédité. On a dit qu'elle a reçu ça soit de son papa, soit de sa maman. Mais moi, je l'ai soignée. Avant-hier, j'ai vu cette dame-là qui se porte très bien. Mais malheureusement, elle n'a pas fait d'examen de contre-indication, enfin, un examen pour, voilà, on va dire que... Un examen de retour pour voir voilà, si pour voir effectivement si elle est guérie. Mais déjà, qu'elle se sent bien, bon, on pense que les difficultés qu'elle avait se sont résorbées. Voilà. Donc, cela m'a amené à chercher quoi? À chercher quelle est la connexion entre le cœur et le cerveau. Parce que si aujourd'hui nous avons peur, aujourd'hui nous avons mal à beaucoup de choses, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une communication qui se passe entre le cœur et le cerveau. Et là, je me suis aperçu qu'il y a 4 connexions. Donc le cœur en lui-même a son propre cerveau. Et son propre cerveau est constitué de 40 000 neurones. Donc 40 000 neurones qui relient le cerveau au cœur. Donc raison pour laquelle à un moment donné, le cœur il est autonome. Donc votre cœur est en train de battre, ça ne dépend pas de vous. Vous ne dites pas que arrête-toi, il va s'arrêter. Voilà. Donc lorsque c'est chaud,
il y a deux systèmes périphériques qui se mettent en marche, soit c'est le parasympathique ou bien c'est le sympathique. Le sympathique, lui, fait augmenter le sang pour que, voilà, quand on entend un bruit, boum, automatiquement on est effrayé, on regarde. Maintenant, lorsqu'on voit qu'on doit courir, c'est le sympathique qui fait. Maintenant, si on dit qu'il ne voit rien, donc c'est le parasympathique, lui, il calme le jeu. Il calme le jeu. Donc les connexions qui sont reliées au cerveau, comme je dis, il y a 4. Il y a la connexion physique, qu'on appelle biophysique, il y a la connexion biochimique, il y a la connexion énergétique, et puis il y a la connexion neurologique. Vous voyez? D'accord. Donc, au niveau de la connexion énergétique, ça crée une onde magnétique, électromagnétique. Oui. Donc, ce corps et cette onde-là fait 4 mètres. Donc, par exemple, le frère qui est là se trouve dans notre rayon. Si je suis en joie, vous allez voir qu'il sera contaminé. Exactement. Par cette joie. C'est ça. Si je suis triste et qu'il va voir que je suis triste, automatiquement, il sera impacté. Oui. Il va être triste. Vous voyez? Donc, il y a ici, ça va faire allusion à la connexion biochimique. Donc, biochimique, sécrétion d'hormones. Vous voyez? L'hormone du stress, c'est le cortisol. Le cortisol qui fait que la personne est stressée. Donc on est stressé, soit on a des problèmes pour payer son loyer, soit on a des problèmes pour nourrir sa famille, soit on a le problème pour payer la scolarité des enfants, et puis tout vient tomber sur la tête. Sur la tête de la personne, Ouais. le stress. Voilà, ce stress est là, donc la tension artérielle monte. Et même ce qui va même favoriser même des risques de suicide. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser tout ça? Parce que, comme j'ai dit, l'hormone du stress, c'est le cortisol. Donc, il y a le cœur qui va sécréter une autre hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone de joie, une hormone de l'amour. De la paix, voilà, de la même façon, la tranquillité, tout ça. De la même façon, au niveau du cerveau, il y a 2 hormones qui sont là-bas qu'on appelle la sérotonine, l'endorphine, qui sont également des hormones de joie. Par exemple, quelqu'un qui a une bonne sexualité, voilà, qui vient de faire l'amour, qui est content, ces hormones-là sont sécrétées. Mais la joie également sécrète cette hormone-là. Donc, dans le cas où cette hormone est déficitaire dans le cœur, ou bien la production n'est pas importante, donc il faut des neurotransmetteurs qu'on appelle des adaptogènes, ce sont des médicaments qui s'adaptent au système nerveux central, qui vont aller, puisqu'il y a 11 systèmes, donc qui vont aller impacter ces systèmes-là, de sorte que lorsque nous nous trouvons dans des états de tristesse, il ne faut pas que le cœur en pâtisse. Si nous nous trouvons dans une situation d'angoisse, il ne faut pas que le cœur en pâtisse. C'est ça. Vous voyez? Donc, ça c'est votre combat, n'est-ce pas? Oui, mon combat est pour la guérison de l'individu. Quand on dit Dieu guérit, nous donnons des soins. Nous avons l'obligation de soins, mais nous n'avons pas l'obligation de la guérison. D'accord. Bon, là, c'est les maladies cardiovasculaires. Mais il y a d'autres maladies qui sont là, comme par exemple les hépatites virales. Les hépatites virales sont dues, soit quand c'est l'hépatite virale A, c'est dû à la saleté qui se trouve dans l'eau, ou bien dans les aliments. Et surtout, c'est les voyageurs qui ont cette maladie, qui payent toutes choses sur le trajet. Ils vont manger œufs, ils vont payer de l'eau glacée, qui n'est pas bien conditionnée. Ils vont payer dans le pain. Voilà. Donc, ça peut donner ça. Ça, c'est l'hépatite virale A. L'hépatite B, c'est une hépatite qui est contractée par le sang, et puis l'acte sexuel, et puis tous les liquides physiologiques que la personne qui est contaminée ou bien la personne qui est infectée va débiter. Maintenant, il y a l'hépatite C. L'hépatite C, ça c'est exclusivement sanguin, ça c'est le sang. Voilà. Donc ça également, nous avons dans la naturothérapie, nous avons des médicaments pour rendre ces endroits-là hostiles au virus. D'accord. Maintenant, il y a le palu. Le palu, quand on dit qu'on a trouvé les médicaments, qu'on a trouvé un vaccin, c'est tant mieux si c'est le cas. Et puis, ce sont des maladies qui sont là. Tant qu'il y a les moustiques, puisqu'il y a 3500 façons de moustiques, sortes de moustiques. Et il y a 5 ou 6 qui sont pathogènes. Alors, il y en a qui vont donner le paludisme, il y en a qui vont donner la dengue, il y en a qui vont donner la fièvre jaune. Voilà, donc ces moustiques-là vont donner ces pathologies-là. Maintenant, on a
les maladies civilisationnelles, le diabète, l'hypertension artérielle, et puis la fièvre typhoïde, bon, toutes ces maladies-là. Comme je dis depuis tout à l'heure, en naturothérapie, toutes les maladies se valent. Il n'y a pas une maladie qui prime sur une autre, donc on ne court pas pour qu'on n'est pas effrayé lorsque quelqu'un, par exemple, a un malaise vagal. C'est ça. Voilà. Le malaise vagal, c'est lorsque la tension artérielle descend. Vous voyez? Donc, il y a un nerf qu'on appelle le nerf vagal. Généralement, les femmes, par exemple, c'est les femmes qui rencontrent ça souvent. Après un acte sexuel accompli, vous voyez, elles s'évanouissent. Ah bon, hein? Voilà, elles s'évanouissent, elles sont couchées, elles peuvent faire 10, 15, 20 minutes ou 30 minutes, puis elles se réveillent. C'est que pendant l'acte sexuel, effectivement, le nerf vagal a été sensibilisé. Donc, ça veut dire qu'après l'acte, sa tension va descendre. Et après, ça remonte. Après, ça remonte et puis elle retrouve. Voilà. D'accord. Merci bien pour ce éclairage. Alors, docteur Fouo, excusez. Tout à l'heure, parlons des techniques de production. Vous avez parlé de macération. Alors, nous sommes tentés de vous demander, est-ce que vous respectez les normes exigées par l'OMS parlant de dosage, de l'hygiène, de la posologie? Le dosage, c'est surtout concernant les principes actifs. Est-ce que vous respectez les normes exigées par l'OMS concernant toutes ces choses? D'abord, quels sont les principes actifs que nous trouvons dans une plante? Il faut les connaître déjà. Justement. Autant que vous, la plante a besoin de nourriture pour sa substance. La plante ne bouge pas. Vous avez vu que c'est un être vivant, mais qui est statique. Donc, statique, comment elle peut se nourrir si ce n'est Dieu? Donc, de la même manière, nous avons besoin de protéines, de lipides, de glucides, de vitamines et de sels minéraux. De la même manière, la plante a besoin de ces éléments-là pour sa nourriture. Nous, par exemple, lorsque nous sommes malades, nous nous déplaçons d'un point A à un point B pour aller solliciter une thérapie. Mais la plante qu'elle a, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne bouge pas d'un iota. Donc, Dieu va mettre dans cette plante-là ses moyens de protection. On a l'hétérocide, on a le tanin, on a l'alcaloïde, on a les antibiotiques, et puis on a les huiles essentielles. Voici les 5 principes actifs pour la protection de la plante, et puis les autres 5 principes pour sa nourriture. Donc ça fait 10. Donc il y a 10 grands principes actifs dans une plante. Pour se nourrir, pour se protéger. Il y a des plantes qui se protègent par l'odeur. Par l'odeur. Quand il y a des ennemis qui viennent, quand ils sentent l'odeur de la plante, cette odeur-là les répugne. Raison pour laquelle vous allez entendre que les feuilles de Nîmes sont bonnes pour repousser les moustiques. Les feuilles d'orange sont bien pour également repousser les moustiques. Donc ça veut dire que s'il y a des moustiques dans un endroit que vous mettez ces feuilles-là, les moustiques disparaissent parce qu'elles ne peuvent pas venir là butiner quoi que ce soit. Parce qu'elles vont venir butiner les fleurs là, mais ils ne viendront pas. Donc il y a d'autres également, c'est la couleur. La couleur fait que quand ces prédateurs-là viennent, quand vu la couleur de la plante, elles ne viennent plus. Ces prédateurs-là ne viennent plus. Mais ces couleurs-là nous permettent également de savoir quel genre de pathologie ces plantes-là soignent. Quand vous allez voir des plantes avec des fleurs rouges, automatiquement, c'est tout ce qui va concerner l'anémie, le problème de sang. Donc vous sachez les choses par la vue. Bon, en fait, ce sont des techniques de reconnaissance, comme on dit. L'odeur, le goût et la couleur. Donc, j'ai donné un aperçu. Sinon, ça, ce sont des secrets professionnels. Justement. Voilà, par exemple, si on voit le flamboyant qui a des fleurs rouges, ou bien on voit les feuilles de bissap, par exemple, qui quand on donne c'est rouge, bon, ça, c'est automatiquement pour le sang. Vous voyez? Maintenant, il y a, comme j'ai dit, si je réponds à votre question, est-ce que nous respectons la posologie? Vous voyez, nous ne sommes pas une médecine conventionnelle. Donc nous,
nous ne sommes pas dirigés par l'OMS. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, c'est une médecine de fait. Donc, on nous a dit, en Côte d'Ivoire ici, que tout ce qui n'est pas médecine conventionnelle est médecine traditionnelle. Donc, nous ne sommes pas soumis à une convention. Et depuis la nuit des temps, nos parents ont soigné et ils continuent de le faire. Et nous avons hérité d'eux. Et la manière dont ils ont fait, personne n'en est mort. À partir du moment où personne n'en est mort, donc ça veut dire que ce sont des bonnes pratiques. Je ne vois pas quelqu'un qui va prendre des mains sales pour mélanger un médicament. Mais c'est pour ça que pour éviter ce qu'on appelle la contamination croisée, donc il doit faire des mixtures là, il faut mettre des gants. Il faut porter des gants. Et lorsque vous voulez prescrire une posologie, quand c'est par exemple, soit c'est par le poids, soit c'est par l'âge. D'accord. Ok. Donc, à ce stade-là, dites-nous comment faites-vous pour diagnostiquer une maladie avant de prescrire le médicament qu'il faut? Bien. Au niveau de la médecine traditionnelle, comme je vous l'ai dit, la médecine traditionnelle a sa méthode pour diagnostiquer un mal. Soit en demandant le nom de la personne, soit en demandant le nom de la maman, soit en demandant de se connaître le jour de la naissance de l'individu, soit on trace dans le sable la géomancie, ou bien on jette le courri, ou bien alors on peut faire ce qu'on appelle le skifa, c'est-à-dire le stikara, c'est-à-dire que la personne va dormir et puis ce qu'on va lui montrer dans le rêve là, va dire que c'est ça. Ça c'est la médecine traditionnelle. Okay. Mais dans la médecine, dans la naturothérapie, nous nous comportons comme la médecine conventionnelle. Lorsque on doit faire un diagnostic différentiel, si on a soupçonné une fièvre, ça peut être un palu, ça peut être une fièvre typhoïde, ça peut être une hépatite virale, ça peut être les trois. Pour connaître, on demande des examens. Okay. Voilà. C'est difficile qu'on accepte qu'un naturothérapeute en Côte d'Ivoire demande. Sinon ailleurs, les naturothérapeutes demandent et on leur donne. Maintenant, la chance que nous avons, c'est quand les gens sont fatigués de se soigner ailleurs, ils viennent avec tous les examens, nous regardons. Et c'est à l'issue de ça maintenant que nous savons quel est le mal dont souffre la personne et quel est le médicament qu'on doit lui donner. D'accord. Alors, nous sommes au thème de notre entretien avec l'invité du jour, Dr Fou Adama. Avant votre mot de fin, pouvez-vous donner vos différents contacts pour les téléspectateurs et auditeurs de la RTVO? Bien, le seul contact que j'ai concernant la profession que j'exerce, c'est le 00225 07 07 63 16 56. 00225 07 07 63 16 56. Votre mot de fin. Bien, comme on dit, dans toute profession, nous cherchons à réussir. C'est ça. Et seul, on ne peut pas réussir, raison pour laquelle nous avons une fédération. La fédération des tradipraticiens et de tradipraticiens de santé et de naturopathes de Côte d'Ivoire. Et dans cette fédération, moi je suis chargé de la recherche scientifique, de la formation et du renforcement des capacités. Parce que je me dis que Dieu m'a donné la chance et de connaître la médecine traditionnelle et de connaître la naturothérapie. Donc ça me permet de former, de donner l'information à nos frères qui n'ont pas eu la chance de faire la médecine conventionnelle, de leur donner effectivement la formation, du renforcement de leurs capacités pour leur permettre de ne plus être une médecine empirique, mais plutôt une médecine qui sait ce qu'elle veut et que les praticiens de cette médecine ne soient pas affirmatifs à 100%. Parce que quand on dit que nous pouvons soigner toutes les stérilités, alors que dans la stérilité, et même il y a la stérilité primaire, quelqu'un peut naître avec la trisomie 21. C'est ça. Donc ça veut dire que cette fille-là a 3X. On peut naître avec le syndrome de Turner. Donc ça veut dire que cette fille-là a 1X avec 0. C'est ça. Ou bien le garçon qui va naître là, il peut avoir le syndrome de Felter. Donc Y2X. Donc ces personnes-là, vous allez les soigner comment? Ou bien quelqu'un qui est né avec le daltonisme, vous allez le soigner comment? Ou bien quelqu'un qui a la drépanocytose, vous allez lui donner un soin, mais vous ne pouvez pas guérir parce que la drépanocytose est une lésion chromosomique. Exactement. Donc l'enfant hérite ça d'un des parents.
ou bien des 2 parents. Vous voyez? Ou bien ça peut être la thalassémie. Donc il y a des maladies pour lesquelles on ne peut pas guérir, mais on peut donner un mieux-être aux personnes qui en souffrent. Exactement. Donc il ne faut pas vendre des merveilles à des personnes quand on sait que effectivement la nature elle les est dépourvue de ce dont ils doivent jouir. Donc moi, ma volonté, c'est que tout le monde vive en bonne santé. Et nous, malheureusement, on dit dans une république de vainqueurs, le vaincu n'a aucun mérite. Donc nous, on n'est pas représentés au niveau du ministère de la Santé, et ceux qui nous représentent sont des médecins de la médecine conventionnelle. Au niveau de la médecine privée, le président est un médecin conventionnel. Dans son bureau, il n'y a pas de naturothérapeute, il n'y a pas de praticien de la médecine traditionnelle. Et quand c'est comme ça, notre voix ne porte pas. Mais heureusement, la nature a horreur du vide. Et la médecine traditionnelle, comme j'ai dit, est une médecine de fait. Qu'on le veuille ou non, nous sommes là. Et tant qu'il y a un humain sur la terre, la médecine traditionnelle sera là. Alors, c'est sur ces mots du docteur Fouo Adama que nous terminons cette émission auditeurs, téléspectateurs de la RTBO. Retenons simplement que la nature soigne au travers des plantes médicinales. Merci docteur Fouo Adama d'être passé sur les antennes de la RTBO. Merci bien madame. Et comme le docteur Fouo, nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent une publicité, qui sont à la recherche de visibilité et pour d'autres émissions. La RTBO vous ouvre ses portes. Appelez les numéros qui défilent au bas de l'écran et vous serez reçus. Nous vous disons au revoir et à bientôt.